vous pour vous parler de BLE, contrôle d'accès et comment transformer son smartphone ou son app mobile en badge. Donc il est 14h45, je vais essayer de faire mon maximum pour vous aider à lutter contre l'appel de la sieste en rendant cette présentation la plus vivante possible. Alors, moi c'est Florian Bala, je suis développeur Android à l'Unabi Studio. L'Unabi Studio, qu'est-ce que c'est? C'est un studio de développement d'applications mobiles natives, Android et iOS, basé à Chambéry, en plein cœur des Alpes. On va travailler sur tout type d'app, ça peut être de l'hôtellerie, des gestionnaires de mots de passe, coffre-fort numérique. Et on est notamment connu pour avoir développé l'application Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid qui utilise du coup pas mal de BLE. Par contre, j'anticipe vos questions, j'ai pas eu la chance de travailler sur ce projet. Par contre, il y a mes collègues qui sont par là, qui se feront un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. L'objectif de cette présentation, c'est pas de faire de vous des experts en BLE, mais c'est de vous montrer pourquoi et comment on a implémenté une communication en BLE dans notre app, et qu'à l'issue de cette conférence, vous ayez une idée claire de comment, à votre tour, implémenter une communication simple en BLE dans votre application mobile. Ça vous va? Allez, c'est parti. Un peu de contexte. Il y a à peu près 1 an et demi, on a fait appel à nous pour reprendre une app qui était à destination des étudiants, qui s'appelle Timo, qui est en partenariat avec EASIC. Donc EASIC, c'est International Student Identity Card. C'est un éditeur de cartes d'étudiantes. Donc c'est une app qui est utilisée principalement en France, mais aussi un peu en Europe. Un des buts, c'était de permettre aux étudiants de bénéficier de réductions et d'avoir des services liés à leur carte. S'ils ont fait appel à nous, c'était pour les aider à accélérer leur digitalisation, et notamment se passer de la carte étudiante physique et d'avoir uniquement une carte numérique accessible soit dans un écran dédié dans l'app ou via un widget pour un accès rapide. Un des gros challenges de cette digitalisation, ça a été le contrôle d'accès. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, et peut-être que pour certains ça remonte un peu à l'époque où vous étiez étudiant, mais pour accéder à un établissement, on pouvait poser sa carte étudiante sur les portiques, ou pour accéder à certaines salles, on pouvait utiliser sa carte, et également pour s'identifier au niveau des imprimantes, pour savoir combien de copies il nous restait et si on avait le droit d'imprimer. Le souci, c'est que du coup, on veut se passer de cette carte physique. Donc il a fallu implémenter toutes ces fonctionnalités in-app. Pour les portes, ça a été assez simple, parce que du coup, les établissements partenaires sont équipés de serrures connectées de ce style. Et ce qui était super chouette, c'est que les fabricants fournissent des SDK. Donc on n'avait plus qu'à se brancher dessus et ça marchait tout seul avec des gros guillemets. Pour les imprimantes, elles sont reliées à un lecteur de ce type. Vous avez une photo pour ceux qui sont un peu loin, où l'étudiant va venir poser sa carte étudiante dessus, et via USB, le lecteur va lire l'identifiant unique de l'étudiant, et via USB va transmettre le numéro à l'imprimante. Le souci avec ce lecteur, c'est que le fabricant ne fournit pas de SDK. Du coup, on a dû implémenter toute la communication et l'identification en BLE à la main. Donc avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le BLE? Ok. Donc BLE, c'est Bluetooth Low Energy. Donc ça apparaît en 2010 avec la version 4.0 de Bluetooth. Comme son nom l'indique, c'est avoir une très faible consommation d'énergie, parce que contrairement au Bluetooth classique, qu'on va utiliser par exemple pour le streaming audio, ça va juste envoyer des petits paquets de data et ça ne va pas émettre en continu, ça va être périodique. On va avoir 2 devices, encore une fois je fais très simple, un central qui va rechercher des périphériques et envoyer une requête de connexion, et un périphérol qui va se rendre visible via de l'advertising et qui va attendre la demande de connexion. Donc pour faire l'analogie avec notre use case, le central ça va être notre smartphone et le périphérol ça va être le boîtier qui est relié à l'imprimante. Donc jusque là, ça va. Donc pour ceux qui étaient en train de commencer à s'endormir ou qui n'auraient pas écouté parce qu'ils étaient déjà experts du BLE, on va pouvoir rentrer dans l'implémentation. Première étape, ça va être de scanner et de rechercher notre appareil. C'est assez logique parce que si on a bien besoin de le trouver avant de pouvoir s'y connecter. Donc pour ça, c'est super simple. Il suffit d'instancier un Bluetooth LE Scanner avec le contexte et également un scan callback.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations en BLE, elles sont asynchrones. On ne va pas faire une requête et avoir la réponse de suite, donc on va avoir besoin de callback. Donc ici, on en a besoin d'un pour le scan. Il y a deux méthodes, onScanFailed, qui est assez évidente, et onScanResult, qui va être appelée à chaque fois qu'un appareil est détecté. Et du coup, pour lancer le scan, il suffit d'appeler la méthode startScan du BLE scanner en passant notre callback. Jusque-là, c'est plutôt simple. Par contre, si on lance le scan comme ça, on va se retrouver avec beaucoup de résultats. J'ai fait le test dans nos bureaux entre les montres connectées, les écouteurs sans fil, les Google Home et les smartphones de mes collègues. On va se retrouver avec pas mal de résultats. Du coup, comment on fait pour trouver le lecteur? On ne peut pas se baser sur le nom parce que vous voyez, il est nullable. Et en plus, il peut changer. Vous vous doutez bien que entrée, petit bureau ou salle de réunion, ça n'a pas été un nom fourni par le fabricant, ça a été changé par un utilisateur. On ne peut pas non plus se baser sur l'adresse parce que on veut supporter tous les appareils qui sont fabriqués par notre constructeur et du coup, ça vous demanderait de supporter une énorme liste d'adresses et de la mettre régulièrement à jour. Du coup, on va justement se baser sur les données fabricants pour trouver notre lecteur. À partir de là, on a deux options. Soit on fait une recherche à la main. Donc pour ça, on peut implémenter une fonction qui prend un scan result et qui retourne un booléen. Et on va regarder si il y a des manufacturer data en passant notre manufacturer ID qui nous a été fourni par le fabricant. Et on peut l'appeler directement dans le onScan result. Si on trouve un device qui match cette fonction-là, on va rentrer là-dedans et on va pouvoir essayer de s'y connecter. Deuxième option, on va faire un scan filter avec un scan setting. Donc là, on va rentrer plus bas niveau où en fait le filtre va être fait en amont. On va pouvoir passer notre manufacturer data, les specific data et de data mask. Donc ça, pareil, c'est fourni par le fabricant, c'est les données custom du fabricant. Et on va créer également un scan settings où on peut passer plein de modes et des callback types. Je vous conseille d'aller voir la documentation Android, elle est assez fournie sur le sujet. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était juste de mettre le scan mode en low latency. Ça veut dire qu'on va scanner directement pour une courte période de temps, parce qu'on va mettre un timeout pour éviter de scanner tout le temps, parce que c'est le mode qui consomme le plus de batterie. Mais c'est aussi le mode qui permet de trouver l'appareil le plus rapidement. Et en callback type, on va mettre first match, juste pour avoir un seul callback pour chaque appareil qu'on trouve. Et donc là, il suffit de lancer notre start scan avec ces paramètres-là. Si vous avez le choix, je vous conseille de choisir plutôt cette méthode, parce que le filtre va être fait à plus bas niveau, ça va vous éviter de recevoir plein de devices et faire des traitements dessus, donc ça va être beaucoup plus performant. Et en plus, ça évite d'implémenter des fonctions dans votre code, donc ça va être aussi beaucoup plus propre. Donc j'anticipe votre question. Comment on fait s'il y a plusieurs appareils du même constructeur? Et bien pour ça, on va pouvoir utiliser la force du signal, qui va nous être donnée par le RSSI, qui est le Receive Signal Strength Indicator, qui est en décibels. Et donc là, plusieurs options s'offrent à vous, et ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez implémenter. Soit vous vous connectez au premier que vous trouvez qui a un RSSI suffisamment élevé, soit vous les prenez tous ceux qui matchent et vous les classez par RSSI, vous le montrez à l'utilisateur et c'est lui qui choisit, soit vous connectez automatiquement au RSSI qui est le plus grand. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc pour le scan, on n'est pas trop mal. On a instancié un Bluetooth scanner, on a instancié un callback, on a filtré les appareils et on a checké la force du signal. C'était plutôt simple. Attention, il peut y avoir des erreurs fréquentes. Il faut éviter de faire des scans répétitifs. Le système va bloquer si on fait plus de 5 start scans toutes les 30 secondes. Et ce qui est un peu plus tricky, c'est qu'en fait, si on dépasse cette limite, on ne va pas avoir d'erreur, on va juste ne pas avoir de résultat dans le callback. Et en plus, si jamais on dépasse les 30 secondes et que du coup on n'est plus dans la limite, on ne va pas avoir de résultat quand même, il faut faire un stop scan et ensuite un start scan. Celle-là, elle est encore plus tricky, on ne sait pas trop pourquoi elle arrive, et la communauté suggère, si jamais vous le rencontrez, de proposer à l'utilisateur de désactiver et réactiver son Bluetooth, et si ça ne marche toujours pas, d'éteindre et rallumer l'appareil.
Donc c'est pas la meilleure UX, mais ça reste une astuce. Donc maintenant qu'on a trouvé notre appareil, on peut s'y connecter. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, on a trouvé notre lecteur. Donc on va pouvoir le mettre dans une variable globale qui est de type Bluetooth device. Et on peut tenter de s'y connecter en appelant la méthode connectGAT. Par contre, on n'a pas encore parlé de ce que c'était un GAT. Qu'est-ce que c'est? GAT, c'est le Generic Attribute Profile. Donc il va définir comment deux appareils interagissent entre eux et comment la data est organisée lors d'un échange et d'une connexion. Pour faire simple, il va y avoir un GAT serveur et un GAT client. Donc le GAT serveur, il va contenir la base de données des caractéristiques qui sont lues et écrites par le client. Et le client, lui, va envoyer lire ou écrire des datas sur le serveur. Dans notre cas, le lecteur, ça va être le GAT serveur et notre téléphone, ça va être le GAT client. Sachez que sur Android, vous pouvez aussi implémenter un GAT serveur, que ce soit l'autre device qui vous envoie des requêtes et que vous lui répondez. Donc maintenant, sachant ça, on peut implémenter un GOT callback. Donc s'il y a un truc à retenir de cette présentation, c'est ça. Ça va vraiment être le centre névralgique de votre communication en BLE. Donc on a 5 méthodes: on connection state change, on service discovered, on description write, on characteristic change et on characteristic write. Donc maintenant, une fois qu'on l'a instancié, on peut appeler notre connectGAT avec notre contexte et notre callback. L'autoconnect à false, l'autoconnect, si on le met à false, ça va essayer de se connecter immédiatement et va time out au bout de 30 secondes. Si on le met à true, ça veut dire qu'on va pouvoir, ça va pas time out et on va pouvoir se reconnecter dès qu'il rentre dans notre, dès que le téléphone le redétecte. Donc comme ça, on peut garder une référence de notre appareil et se reconnecter à lui par la suite. Et on va savoir si on est connecté ou non grâce à notre GOT callback. Là, il y a une méthode onConnectionStateChange qui va être appelée à chaque fois que la connexion change, comme le nom l'indique. Et donc du coup, dès que le state connected, on va savoir que notre appareil est connecté. Et on va pouvoir garder aussi une référence du GAT qui nous servira plus tard. Donc c'est bon, on est connecté. Maintenant, on fait quoi? Ben, c'est un peu ce que le téléphone est en train de se demander en fait. On est connecté, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc pour le savoir, on a besoin de faire un service discovery. Donc à quoi ça sert un service discovery? Ça va permettre d'identifier les fonctionnalités disponibles. En fait, on ne sait pas ce que le device BLE expose. Donc pour ça, on a besoin de faire un service discovery pour le connaître. Ça va permettre aussi d'associer les bons UID. Les caractéristiques et les services ont chacune des UID. Et faire un service discovery, ça va permettre de les retrouver et de comparer avec ce qui est fourni dans la doc du constructeur et vérifier que c'est bien ce qui est attendu. Et ça va aussi permettre d'initier la communication. Si on ne fait pas ça, en fait, on ne va pas pouvoir écrire et lire une caractéristique de notre device. Et donc pour ça, c'est super simple. Il suffit d'appeler la méthode discoverService de notre GAT. Donc je vous avais dit tout à l'heure, les opérations en Bluetooth sont asynchrones. C'est une fonction qui n'est pas suspend, qui va lancer par contre quelque chose de synchrone. Donc comment on va avoir la réponse d'après vous? GOT callback. J'ai dit, c'est le centre névralgique de notre communication en BLE. On a notre méthode onServiceDiscovered qui va être appelée immédiatement après avoir terminé l'opération de la découverte des services. Donc pour la connexion, on est pas mal. On a utilisé l'appareil qu'on a trouvé lors du scan, on a implémenté un GOT callback et on a fait un service discovery. Maintenant, on est prêt à échanger des données. Comment ça marche du coup l'échange de données en BLE? Pour ça, on va utiliser des caractéristiques. Donc les caractéristiques, ça sert à échanger des données entre deux appareils. On va pouvoir y lire une valeur, y écrire une valeur et recevoir des notifications quand la valeur change. Donc si on revient à la communication avec notre lecteur, le téléphone, pour envoyer des ordres, va écrire dans une caractéristique du lecteur. Le lecteur va savoir qu'une de ces caractéristiques a changé, va faire des traitements et va mettre à jour une autre caractéristique
et le téléphone va lire cette autre caractéristique pour avoir la réponse du lecteur. Donc ça marche comme ça la communication en BLE. Du coup, sachant ça, ça veut dire que pour avoir la réponse du lecteur, il faut qu'on aille souvent lire une caractéristique. S'il veut nous parler, il va se mettre à jour sa caractéristique et nous, il faudrait qu'on aille lire. Ça a changé, non. On lit, ça a changé, non. Donc si on fait des lectures régulières, ce qui est possible, c'est un peu pénible pour pas dire un autre mot. Pour ça, heureusement, on a les notifications. Et donc pour activer une notification sur une caractéristique, on va pouvoir utiliser le Client Characteristic Configuration Descriptor, qui est dispo sur toutes les caractéristiques étant susceptibles d'accepter des notifications. Et on peut y écrire dedans pour activer ou désactiver les notifications. Et donc pour ça, il suffit de prendre notre caractéristique, d'appeler la méthode getDescriptor en passant à UID le CCCD descriptor, et on a notre descriptor. On va pouvoir le mettre dans une fonction pour activer une notification sur notre caractéristique. Donc une fois qu'on a notre caractéristique ici, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir créer un payload avec la valeur enable notification value. Si on veut le désactiver, c'est simplement disable les notification value. Et là, on a deux traitements en fonction de la version Android. Soit on est sur un device supérieur à tiramisu et on va pouvoir écrire directement dans notre GAT le descriptor et la nouvelle valeur. Ou alors, sinon, si c'est en dessous, il va falloir changer directement le champ value dans le payload et écrire notre descriptor dans notre GAT. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir activer les notifications sur le lecteur en allant chercher la caractéristique de notre notification, donc de la caractéristique pour laquelle on veut écouter une notification, pardon. Donc ça, c'est un UID qui est fourni par constructeur, parce qu'on ne peut pas l'inventer, et appeler notre méthode enable notification on characteristic avec la caractéristique. Du coup, comment on va être notifié? Via notre God callback, encore une fois. On a une méthode onCharacteristicChange qui va nous indiquer la caractéristique qui a changé et sa nouvelle valeur. Donc maintenant, on est pas mal pour tout ce qui est lecture, notification. On va pouvoir voir l'écriture. Comment on communique avec notre lecteur. Donc pour ça, c'est assez simple. On peut écrire, si on veut, une méthode writeCharacteristic. Où du coup, on va chercher notre caractéristique comme tout à l'heure avec l'UID qui est fourni par le constructeur. Si on la trouve, en fonction de la version d'Android, soit on va écrire directement dans la caractéristique avec la nouvelle data, soit on va devoir changer les champs value et writeType et écrire la caractéristique dans notre get. Donc on n'est pas trop mal. On a vu comment se scanner, se connecter, faire un service discovery, lire et écrire dans notre lecteur. Donc maintenant, on est prêt à communiquer avec lui. Donc ça, chaque lecteur ou chaque appareil BLE va avoir sa propre spécification, son propre flow de communication. Donc c'est bien précis. Et en général, quand vous faites du BLE, un petit conseil, c'est que vous soyez sûr que votre appareil est prêt à recevoir votre ordre d'écriture avant de l'envoyer. Parce que si on fait des écritures trop vite, avant qu'on soit sûr qu'il soit prêt ou qu'il ait reçu, on peut avoir des comportements un peu inattendus. Dans le cas de notre lecteur, le protocole il est bien précis, ça c'est fourni par le fabricant. Il va falloir initier l'authentification, attendre un random du lecteur, chiffrer l'ID de l'étudiant avec ce random, histoire d'avoir un peu de sécurité, envoyer l'ID chiffré et attendre le retour du lecteur. Et il faut que ces opérations soient faites dans le bon ordre. On ne peut pas sauter les étapes parce que sinon le lecteur ne va pas récupérer notre ID et on ne va pas pouvoir identifier l'étudiant. Donc pour ça, on va mettre en place un mécanisme de file d'attente. Premièrement, on va définir nos actions. Donc on a les actions dont je vous ai parlé, attente, ask for attent, wait for host request response, send ID, wait for ID response, and disconnect, une fois qu'on a fini de travailler avec le lecteur. En plus, j'ai ajouté les opérations qui sont mandatory, le connect, service discovery et enable notification. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place une pile FIFO. Donc FIFO, ça parle à tout le monde. C'est first in,
First out, premier arrivé, premier servi, un peu comme chez le boucher. Du coup, on va mettre en place une queue avec une concurrent linked queue qui est thread safe. Le but, c'est d'avoir une seule opération à la fois. Si aucune opération est en cours, on exécute celle qui est en tête de file. Sinon, on attend qu'elle se termine. Et une fois qu'elle est terminée, on déclenche la suivante de la file s'il y en a. Sachant ça, il nous suffit d'ajouter à notre queue toutes les opérations dans le bon ordre. Donc maintenant, il nous faut une méthode pour exécuter l'opération en tête de file. Pour ça, on a une doNext operation où on va vérifier si l'opération en cours est différente de nulle. Si c'est nul, dans ce cas, on va attendre son exécution, donc on va arrêter l'exécution de la fonction. Sinon, on va sortir la tête de la queue, et en fonction du type, on va pouvoir faire tel ou tel traitement. Donc maintenant qu'on sait comment lancer une opération, il faut qu'on puisse aussi indiquer la fin. Parce que si par exemple on revient au tout début, on se connecte, et qu'on a besoin d'attendre la fin de la connexion pour lancer un service discovery, mais qu'on ne dit pas que la connexion est terminée, on va pouvoir attendre longtemps avant de lancer notre service discovery. Donc pour ça, on va implémenter une méthode signal end of operation qui va mettre notre pending operation à nul et vérifier que si la queue est pas vide, lancer la prochaine opération. Ce qui fait que du coup, tout l'enjeu, ça va être de faire avancer la file au bon moment. Donc par exemple, quand on va se connecter dans notre got callback, dès qu'on est connecté, on va faire un traitement sur le fait que le device est connecté. Donc ça peut être par exemple mettre à jour votre UI ou indiquer à l'utilisateur que tout est bon, et signaler la fin de la connexion. Et du coup, si on signale la fin de l'opération, on va lancer l'opération suivante qui va être service discovery, et ainsi de suite. Donc est-ce que tout ça, ça marche? Ça serait dommage sinon. Du coup, j'ai fait une petite vidéo où on voit le lecteur qui va se connecter en BLE avec notre appareil. Et donc là, on va voir qu'on a réussi à écrire dans notre ordi, et c'est ce que va recevoir l'imprimante. Et je vous garantis que ça a été réalisé sans trucage. On voit pas très bien, mais en fait, le fait de pouvoir différencier nos opérations, ça va pouvoir nous permettre de mettre à jour notre UI pour avoir un affichage qui est plus sympa pour l'utilisateur. Donc on va pouvoir différencier les cas quand on est en scan, quand on est connecté. On va pouvoir même faire avancer une progress bar et indiquer que c'est bon, tout est terminé. Du coup, on est pas mal. Alors en fait, j'ai un peu menti. Ça n'a pas marché. Parce que j'ai oublié un truc essentiel. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Il n'était pas au courant. Je ne connais pas cette personne. Oui, c'est ça. Bien joué. Les permissions. Et en plus, ce qui est super avec Android, c'est que ça dépend de la version d'Android. Donc on a différentes runtime permissions à demander à l'utilisateur avant de pouvoir lancer une communication en BLE. Donc il fut un temps où on pouvait avoir les coarse location. Donc la location approximative, pardon. Puis Android 10 est arrivé, et à partir de là, il a fallu demander les fine location, permissions précises. Puis c'est autour d'Android 12, et là par contre, c'est plus rien à voir, c'est les permissions Bluetooth Scan et Bluetooth Connect. Donc si vous voulez mon avis, c'est quand même plus logique, mais il faut quand même traiter les différents cas. Autre point qui peut sembler évident, il ne faut pas oublier d'activer le Bluetooth. Parce que sinon, ça risque pas de marcher. Donc pour ça, c'est super simple. On peut le faire via un intent sur Android et lancer l'intent via le contexte. Donc si on résume, pour initier une communication en BLE avec un appareil, il faut demander les permissions et activer le Bluetooth. Donc ça va faire au début. Lancer un scan avec un fil pour trouver l'appareil. Initier une connexion et ne pas oublier d'implémenter le got callback. Lancer un service discovery, activer les notifications sur les bonnes caractéristiques, et ensuite démarrer le flow d'échange de données. Et donc là, on est pas mal. Si vous voulez aller plus loin, demain, j'ai vu qu'il y avait une conférence, c'est justement un atelier sur comment utiliser le BLE
sur Android. Donc je vous conseille d'y aller pour approfondir le sujet. Merci à vous. Est-ce que c'est le protocole BLE qui impose qu'on fasse moins de ces 5 requêtes par 30 secondes, t'as dit, pour le discovery? Non, c'est le système Android qui va bloquer. Enfin, le système Android va bloquer, alors je ne sais pas si du coup il bloque parce qu'uniquement le protocole BLE a une contrainte par-dessus, mais... Ok. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'implèmes inversés de ce que tu as présenté? Tu as dit à un moment qu'on pouvait faire un GAD serveur avec le device, et ça va être du coup l'imprimante ou la porte qui va s'ouvrir, qui va envoyer des requêtes de discovery. Oui, ça se fait bien. D'ailleurs, en fait, ce qui est drôle ou pas, c'est que il y a plusieurs types d'imprimantes dans les établissements scolaires. Il y avait un autre lecteur, une autre marque, et eux, en fait, le protocole, c'était l'inverse. C'était nous qui devions faire le serveur, justement. Okay. Et pareil, là, du coup, on est limité à 5 requêtes toutes les 30 secondes ou... Ouais, en fait, on va faire un scan. Donc, en fait, le début va être pareil, on va faire un scan. Et une fois qu'on est connecté, en fait, le GOT callback intervient à partir le GOT intervient à partir du moment où on est connecté. Donc, on doit faire un scan, on va se connecter à l'appareil, et après, là, il y a les rôles de serveur et client qui vont intervenir. Donc, c'est la même chose, en fait. Ok. Dernière question, niveau batterie, est-ce que ça coûte cher d'avoir un GAD serveur qui coûte tout le temps? C'est comme ça, tu as ton application en background et tu passes juste le téléphone après et paf, ça lance. Alors, je pense pas que ça coûte tant, justement, parce que c'est du BLE. En fait, il va pas vraiment tourner tout le temps. On va avoir l'impression qu'il tourne tout le temps, mais c'est périodique. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois ça va émettre pendant un petit moment, se couper, émettre. Donc c'est de l'ordre de quelques millisecondes, mais du coup, ça fait que ça ne tourne pas tout le temps. Okay. Ouais, j'avais une petite question. Du coup, le GOT callback, vous l'avez implémenté où au niveau archi? Alors du coup, dans notre archi, on l'a implémenté dans une classe abstraite, pardon. Et ensuite, dans notre view model, on va implémenter certaines, par exemple, on connection. Je reviens. Tac. Est-ce que c'était... Non, c'est plus loin. Yes, voilà. En fait, on l'a implémenté dans une classe abstraite où on a volontairement laissé pas écrit l'implémentation des méthodes style onDeviceConnected. Et ensuite, dans notre view model qui va gérer l'écran qui est en communication, enfin, pour l'écran où on affiche la communication avec le lecteur, on va implémenter ces méthodes pour changer la UI. Ok, du coup, c'est comme il est genre, vous avez l'instance qui est passée au view model, mais juste du coup pour un view model, donc c'est pas transverse à l'app. Non, et en fait, c'est en plus, ça va dans un module distinct, qu'on a un module Bluetooth. Et du coup, pour tout ce qui est access control, du coup, contrôle d'accès, on a un module à part. Et donc, c'est juste uniquement ce module qui va importer Bluetooth. Et du coup, le view model à l'intérieur qui va connaître l'existence de cette classe abstraite. Ok, ouais, c'est un autre module. Ouais, c'est ça. Mais l'app, du coup, n'a aucune connaissance. En fait, l'app ne sait pas qu'on fait du Bluetooth, entre guillemets. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question par rapport au framework que tu utilises. Est-ce que vous avez essayé de l'encapsuler avec les coroutines ou des flows, ou vous l'utilisez comme ça en tant que tel? Je vais chercher la personne qui parlait. Non, on l'a utilisé vraiment comme ça en tant que tel. En fait, on a suivi vraiment la doc. On était un peu pris par aussi des contraintes de temps pour essayer de creuser l'utilisation de coroutines flow. Après, je pense que c'est pas non plus hyper évident parce qu'on a tout ce mécanisme de callback où il y a plusieurs callbacks à implémenter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à creuser. Du coup, maintenant avec tout ce qui est Kotlin, tout ce qui est flow et suspend function, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, mais on est resté du coup très basique et entre guillemets proche de l'implémentation proposée par la documentation. Bonjour. Comment vous avez fait, enfin, il y a la théorie et la pratique. On va dire que la théorie, l'implémentation, tout ça. Mais comment vous avez géré tous les devices qui est sur le terrain? Parce que globalement, ce que j'ai eu moi dans mon expérience, c'est qu'il y a eu plein de ce qu'on appelle des shitty devices où on a des erreurs qui sont inexplicables. Comment vous avez géré ça? Device Android ou les lecteurs? Android.
Android, alors on n'a pas fait de traitement particulier, on a juste essayé de blinder au max quand dès qu'on reçoit une erreur, en fait, et d'afficher un message qui soit assez friendly à l'utilisateur. Et en parallèle, nous on remonte les infos dans nos analytics pour surveiller justement les soucis liés au Bluetooth, mais on n'a pas eu tant que ça au final. Donc on croise les doigts. Après, c'est encore en cours de déploiement. Tous les étudiants n'ont pas encore accès à cette fonctionnalité. Je crois qu'il y a eu pour l'instant 6000 ouvertures de portes et 500, je crois, demandes d'impression. Donc c'est pas tout le monde et pour l'instant ça va plutôt bien. C'est en général, et en plus les soucis c'est souvent sur tout ce qui est Xiaomi, trucs comme ça. Et c'est vrai que, alors c'est une chance ou pas, mais la personne en charge de notre QA à l'Unabi Studio utilise un Xiaomi. Donc du coup ça nous permet aussi de détecter des bugs avant de livrer en prod, quoi. Bonjour, merci pour la presse. Tu parlais des devices. Est-ce que vous avez fait des tests sur Android 15 avec Pixel? Android 15, pas encore. Alors je vous le conseille. Ok. Il y a un petit trick sur juste les pixels. Vous pouvez pas le voir sur un Xiaomi. Et du coup, c'est sur le Discover Services où vous pouvez avoir des petits problèmes. En fonction de comment le périphérique va gérer ses erreurs. Ouais, ok. Le périphérique, du coup, le lecteur qui... Ouais, exactement. Pas le mobile. Le problème vient du lecteur. Ok. Et du coup, c'est au mobile de gérer l'erreur. Ok. Bon, il faudra qu'on teste. Après, c'est vrai que du coup, vu qu'on essaye de catcher tous les erreurs, ça se trouve, on la cache déjà proprement, mais il faudrait qu'on voit si on peut éviter d'avoir cette erreur. Merci pour l'info, du coup. Par curiosité, sur iOS, c'est pareil, différent ou pas possible vous savez pas. Alors, possible, oui, parce que du coup, mon collègue sur iOS, qui est dans l'équipe iOS, qui travaille sur la même app, a dû faire la même chose. Alors, pour tout ce qui est en amont, donc, j'imagine que les étapes vont être la même. Il va y avoir une étape de scan, de recherche d'appareil, de connexion. Mais après, tout ce qui... Avant tout ça, je ne sais pas trop. Par contre, le flow de communication va être le même. Parce que du coup, on va partager le même lecteur entre Android et iOS, donc ça va être la même chose. Et ça va être pareil. Et en fait, ça fonctionne la même. C'est un protocole BLE, donc du coup, même s'il y a des surcouches des frameworks Android et iOS, in fine, ça va être la même chose. Il va quand même falloir écrire dans des caractéristiques et les lire et écouter des notifications. Merci. Et je crois que c'est plus facile sur iOS d'ailleurs. Je crois, pour une fois.